fonctionne. Il y a un questionnement extrêmement dur devant une commission. Alors même sans aller jusque-là, je pense que c'est un moyen de contrôle vraiment de l'action gouvernementale qui est efficace. Reste à savoir sur quelles mesures concrètes débouchera le travail de ces commissions d'enquête. Politique, société, internationale, chaque semaine, Public Sénat vous propose un documentaire pour mieux comprendre, pour mieux décrypter les réalités de ce monde qui évolue et qui bouge très vite, vous le savez. Et après le docu, eh bien, un débat pour approfondir encore tous les samedis soirs à 22 h sur Public Sénat avec, pour ceux qui l'auraient raté, une rediffusion le dimanche à 18 h. Bonsoir et bienvenue sur Public Sénat. Nos deux rendez-vous pour l'heure et demie qui vient. Dans quelques secondes, bien sûr, le journal de 18 h. Charles Pasqua sera notre invité pour commenter l'abandon des tests ADN pour l'immigration familiale, jugé inapplicable par le ministre Éric Besson. Autre débat avec cette formulation piquante, faut-il l'appeler gaucho-sarko? Le chef de l'État fustige à nouveau aujourd'hui le marché et pointe les limites de la croissance. À 18 h 30, un documentaire sur la fondation il y a 401 ans de Québec, cousin d'Amérique. Mais tout de suite, donc, le journal. Le 18 h, toute l'information politique et parlementaire de ce lundi. Les titres. Tension entre le gouvernement et une partie de l'UMP sur le refus de mettre en œuvre les tests ADN pour des raisons pratiques. François Fillon affirme que le sujet de l'immigration familiale sera rediscuté avec le Parlement. Le PDG de France Télécom, convoqué demain par le ministre du Travail pour s'expliquer sur sa politique de management après une série de suicides, une politique à l'œuvre dans bien des entreprises. Nous le verrons dans ce journal. Enfin, le bien-être, une notion que la France souhaite intégrer dans le calcul de la richesse des nations, annonce du chef de l'État aujourd'hui, un an après le déclenchement de la crise. Pour ne pas donner l'impression d'un enterrement pur et simple et calmer une partie de sa majorité, le Premier ministre évoque donc une nouvelle concertation sur les tests ADN en vue du regroupement familial. Mais la mesure controversée, qui avait été très encadrée par le Sénat, pourrait-elle être relancée au risque de nouvelles polémiques? Élément de réponse avec Thomas Raguet. Les tests ADN vont-ils ou non être enterrés? Hier, on pouvait le croire après les propos d'Éric Besson mettant en cause un manque de moyens. Mais aujourd'hui, la colère gronde au sein de la majorité, surtout à l'Assemblée, où Jean-François Copé rappelle que le gouvernement a l'obligation de prendre les décrets d'une loi votée. Au Sénat, en revanche, on se montre moins pressé à remettre le sujet sur la table. Je conçois que ça soit mettre en œuvre une procédure extrêmement complexe pour très peu de cas. Franchement, que c'est marginal, c'est pas indispensable. Il y a beaucoup d'autres moyens de prouver son état civil. Si le gouvernement y renonce, qu'on n'en parle plus, ça ne me dérange pas vraiment. Les tests ADN, une idée venue de l'Assemblée par un amendement de Thierry Mariani. Les sénateurs, eux, n'en voulaient pas pour la plupart et ont adouci le texte en ne les rendant plus obligatoires et en mettant en place des garde-fous. Après s'être réjoui de la position d'Éric Besson, la gauche fustige des déclarations visant à rouvrir le débat sur les tests. Il s'agit de faire plaisir à une certaine partie de l'opinion. C'est clair. Nous pensons que les valeurs qui sont celles de la France et auxquelles nous sommes attachés doivent primer par-dessus tout. Les tests ADN vont-ils donc rejoindre la longue liste de lois aux décrets d'application non parus? S'il est trop tôt pour le dire, le débat sur leur utilité est en tout cas relancé. Et ce soir, Brice Hortefeux se déclare solidaire de la décision annoncée par son prédécesseur, Éric Besson. Et dans un instant, la réaction de notre invité, Charles Pasqua. La gestion par le stress, voire par la peur, c'est une méthode en vigueur dans bien des entreprises. France Télécom se défend de la mettre en œuvre, mais Xavier Darcos, qui convoque le PDG de l'opérateur demain matin, estime que les raisons personnelles seules ne peuvent expliquer la vague de suicides chez l'opérateur. Enquête de Pierre Bonde-Joseph. Lorsqu'on est tout seul face à son problème,
eh ben là, effectivement, on peut verser dans l'acte de folie. 23 suicides en 18 mois. Si rien n'est fait à France Télécom, la série noire pourrait bien durer. Emballement médiatique, mimétisme sont des facteurs déclenchants chez des salariés fragilisés, souvent lors d'une mobilité interne mal accompagnée ou sous pression excessive. C'est ce que l'on appelle le management par le stress. On va les amener à donner le maximum d'eux-mêmes. Alors, ça peut être positif sur un très court terme, mais sur un long terme, les gens sont complètement épuisés, vidés de l'intérieur, et le burn-out, il faut le savoir, est un facteur prédictif du suicide. Il faut vraiment s'interroger sur le fait que l'évaluation du travail d'un salarié, c'est très important, ça a une partie qualitative très grande, et qu'à force d'insister trop sur les indicateurs chiffrés qui peuvent être nécessaires par ailleurs, on rend les gens malheureux parce qu'on sent bien qu'on leur donne des objectifs qui peuvent être parfois trop difficiles à atteindre. Depuis 7 ans, une législation impose aux entreprises de mettre en place un plan de lutte contre les troubles psychosociaux. Une révolution dans le monde du travail pour qui le suicide a longtemps été un tabou, mais qui tarde à produire ses effets. Le fonds d'investissement HIG est candidat à la reprise partielle de l'usine Molex, qui est vouée, vous le savez, à la fermeture par son actionnaire américain. Une simplification du droit, votée en mai dernier, pourrait empêcher une dissolution de la scientologie, une découverte de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires qui se déclare consternée. L'Humanité titrait grandiose ce matin, revendiquant 600 000 visiteurs au cours du week-end à sa fête annuelle à la Courneuve, et y voyant bien sûr comme le Parti communiste français un signe politique, la course aux adhésions parmi un public venu pour une bonne part écouter Julien Clerc ou Manu Chao cette année est l'exercice auquel doivent se livrer les militants, comme chaque année, reportage d'Élisée Cardi. Avec plus de 600 000 visiteurs, la fête de l'UMA a fait carton plein cette année. Au Parti communiste, on veut croire que le succès populaire va se traduire en nombre de militants. Ça fait plus de 500 adhésions, 550 adhésions réalisées. À l'heure actuelle, c'est plus que l'année dernière, mais vous verrez que demain soir, on aura sans doute atteint les 1500 ou 2000 adhésions sur la fête de l'Humanité. Et de fait, dans les allées, beaucoup s'arrêtent, écoutent des militants jamais à court d'arguments. Alors, quand t'adhères, t'as le droit à l'Humanité pendant un mois gratuitement. Mais de là à signer, il y a un grand pas que peu franchissent, exemple au stand du Calvados. Ici, on a les bulletins d'adhésion. Il y a des gens, beaucoup qui viennent Adhérer, ils viennent se renseigner, mais pas forcément adhérer. Aujourd'hui, nous sommes à 3 adhésions ce matin, mais depuis le début de la fête, il faudrait faire le point. Le Parti communiste compte quelques 134 000 adhérents seulement au niveau national. Si la fête de l'UMA ne redonnera pas toutes ses couleurs au parti tout de suite, elle semble avoir au moins donné le sourire à sa principale représentante. Ah, les t-shirts ont fait un malheur, ouais. Les débats sont pleins à craquer, donc une fête grand cru. Le premier mort de la seule grippe A dans l'Hexagone, un homme de 26 ans sans autre maladie connue à Saint-Étienne. Aujourd'hui, justement, l'Organisation mondiale de la santé indique que près de 40% des personnes décédées sont en bonne santé et plutôt jeunes. L'ouverture aujourd'hui au musée du Luxembourg de l'exposition Tiffany, un ensemble de vitraux exceptionnels dû au fils du fondateur du célèbre joaillier américain. Cette exposition au musée du Sénat donc se prolongera jusqu'au 17 janvier prochain. La suite du 18h, 3 questions à Charles Pasqua. Charles Pasqua, bonsoir. Bonsoir. Première question, le ministre de l'Immigration, Éric Besson, juge inapplicables les tests ADN pour les candidats à l'immigration familiale. Est-ce que vous lui donnez raison? Écoutez, il est mieux placé que personne pour dire si ces tests sont applicables ou non. Les explications qu'il donne me paraissent convaincantes. On le voit, il se place, comme le Premier ministre, sur le terrain pratique et pas éthique. Est-ce que vous le regrettez? Écoutez, c'est un débat de fond. Ce débat a déjà eu lieu. Il a eu lieu à la fois à l'Assemblée nationale, puisque l'amendement qui a introduit cette disposition vient de l'Assemblée. Le Sénat, ainsi que vous le savez, n'y était pas favorable. Et moi-même, j'étais très réservé. Voilà. Ce que je regrette, c'est que sur des problèmes de ce type, qui sont tout de même assez importants pour un pays, une nation, on n'arrive pas à avoir un débat objectif et finalement un consensus entre la gauche et la droite. On s'y livre à ce petit exercice habituel. Quand la gauche est au pouvoir, nous disons que tout ce qu'elle fait est mauvais. Quand c'est la droite,
on a la même attitude. Mais sur cette question des tests ADN, ça n'est pas raisonnable. Charles Pasqua, est-ce que vous estimez, vous avez rappelé que le Sénat avait fortement encadré la mesure, est-ce que vous estimez que c'est finalement une victoire du Sénat contre le gouvernement? Oh, je ne crois pas qu'il faille voir ça comme ça. Je crois que c'est un succès du bon sens. Voilà. Vous rappelez effectivement que vous aviez critiqué la mesure à l'époque en termes très très durs. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez dit? Je n'étais pas favorable. Mais en quels termes? C'est le moins que vous l'aviez dit. Vous aviez évoqué les nazis et leur rapport à la génétique. Oui, j'étais allé un peu fort, mais je ne le regrette pas. Parce que je considère que là, nous mettions la main dans un engrenage dangereux pour la démocratie. Donc je me réjouis que ce soit abandonné. Alors il y a une forme d'ambiguïté aujourd'hui après les nouvelles prises de position publiques, notamment du Premier ministre François Fillon, qui se dit prêt à rediscuter de la mesure avec la majorité. Pour vous, la mesure est bel et bien enterrée définitivement? Oui, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas réouvrir ce débat. Est-ce que vous avez été surpris d'entendre un ministre quand même dire « je ne signerai pas les décrets d'application d'une loi votée par le Parlement » Oui, ça me paraît assez original et très nouveau. Je pense que le gouvernement aurait pu dire, finalement, nous remettons tout ça plus tard, nous verrons bien, etc. Mais qu'un ministre lui-même dise, je ne signerai pas le décret, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les autres l'auraient signé? Non, je ne crois pas. C'est peut-être une formulation un peu hâtive. En tous les cas, ce soir, vous êtes satisfait? Oui, tout à fait. Deuxième question, Charles Pasqua, est-ce que pour vous, c'est une forme de désaveu, à retardement pour Brice Hortefeux, le prédécesseur du ministre de l'Immigration, Éric Besson? Non, puisque c'est pas Hortefeux qui avait été à l'origine de cette mesure. C'était une idée venue d'un amendement de l'Assemblée nationale. Je crois qu'Hortefeux s'y était rallié avec beaucoup de réticence, si j'ai bonne mémoire. Il n'y était pas très favorable. Voilà. Mais il aurait dû suivre sa conscience? Quand on est ministre, c'est toujours un peu difficile. La conscience n'est pas le seul élément d'appréciation. Ça devrait l'être. Est-ce que vous êtes quand même étonné que ce renoncement au test ADN soit annoncé au moment justement où le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, se débat dans une polémique autour de sa blague sur les Arabes? Je crois que ça n'a pas grand-chose à voir. Vous n'y voyez pas de lien direct? Non, j'ajouterais simplement que je suis un de ceux qui connaissent Hortefeux depuis le plus longtemps. Je l'ai eu comme jeune militant dans mon département, et à Neuilly, il devait avoir 16 ou 17 ans. Je le connais donc parfaitement. Il ne peut pas être soupçonné de racisme. C'est ridicule. Voilà. Est-ce qu'il devrait néanmoins, je ne sais pas, s'excuser il a dit lui-même, pour tourner une page définitive? Il avait dit non, je crois que pour tourner la page, il y a autre chose à faire. Je crois que le problème est le suivant. Quand on est ministre, et notamment ministre de l'Intérieur, on a une première responsabilité. C'est celle de s'occuper de la sécurité des personnes et des biens. Ah, vous dites comme Nicolas Sarkozy, il doit se mettre au boulot et rien d'autre. Je dis simplement que, naturellement, en même temps, il est militant. Il est même vice-président de l'UMP. Alors, il est sollicité pour y aller. Mais ça doit être, comment dirais-je, ça ne doit pas être prioritaire dans ses activités. Il y a suffisamment à faire et c'est à cela qu'il doit se consacrer. Et, naturellement, quand on est ministre de l'Intérieur, il faut aussi s'attendre à être critiqué et ne pas être aimé par tout le monde. Très bien, vous parlez d'expérience, évidemment. Charles Pasqua, et toute dernière question. Le procès Clearstream va s'ouvrir dans quelques jours. Dominique de Villepin ne manque pas d'évoquer votre témoignage dans ce dossier, car vous avez mentionné, sur procès-verbal d'ailleurs, que Nicolas Sarkozy avait été informé très tôt de la manipulation. Est-ce donc un élément de défense pour l'ancien Premier ministre? Non, moi je n'ai pas dit ça. Il faudrait pas que M. de Villepin prenne ses désirs pour des réalités. Il faudra d'abord qu'il explique aussi comment mon nom est arrivé sur cette liste, comment celui de mon fils y est, qui les y a introduits. Ça, ce sera intéressant. Pour le reste, Nicolas Sarkozy ne m'a jamais parlé du Clearstream. Il n'était pas au courant d'une machination 2 ans avant qu'elle n'éclate publiquement? En 2004, si j'ai bonne mémoire, il m'a dit qu'il savait qu'il y aurait une manipulation, une machination contre lui. Ça ne m'a pas étonné puisque j'avais expérimenté ça pour moi-même en 2000. Mais il n'était pas encore question de Clearstream, précisément. Pas du tout.
Charles Pasqua, merci d'être venu aujourd'hui dans le 18h. La suite du journal, une question qui va sans doute vous amuser. Oui ou non, faut-il l'appeler gaucho-sarko? La question est provocante, comme la couverture du Point récemment. Sarkozy est-il de gauche, qui avait pas mal provoqué de ricanements, à gauche bien évidemment. Nous la posons néanmoins aujourd'hui, le jour où le chef de l'État fustige une fois de plus le marché. Puisque Nicolas Sarkozy s'est retrouvé aujourd'hui au milieu des experts qui étaient réunis autour du prix Nobel d'économie, l'américain Stiglitz, qui est bien de gauche, lui, et les experts donc ont rendu leur rapport au chef de l'État. Il s'agit d'inventer un nouvel indicateur prenant en compte le bonheur pour calculer la richesse d'une nation. Sandra Cerquera. Mesurer le bien-être plutôt que la production, une idée qui en pleine crise se trouve être dans l'air du temps. Une idée souvent évoquée, de nouveau d'actualité pour réconcilier les citoyens avec les fameuses statistiques. Nous avons construit une religion du chiffre, nous nous y sommes enfermés et nous commençons à apercevoir l'énormité des conséquences de cet enfermement. On parlerait alors de produit national net. Un nouveau système qui prend mieux en compte tout ce qui ne tourne pas autour du PIB. 3 pistes sont évoquées. Mettre l'accent sur le revenu des ménages plutôt que sur la production. Élargir les indicateurs aux activités non marchandes comme le bénévolat ou les loisirs. Mesurer la qualité de vie dans des domaines clés comme la santé ou l'éducation. Des données que tout gouvernement devra prendre en compte. Si un gouvernement décide d'une mesure de politique économique pour faire croître le PIB, mais que, ce faisant, les populations ont l'impression d'avoir une baisse de bien-être, c'est qu'il y a un problème. Donc il a besoin d'avoir, tout gouvernement aura besoin d'avoir un indicateur du PIB et un indicateur du bien-être, pour savoir si sa politique, en accroissant le PIB, ne réduit pas le bien-être. Mais pour l'instant, ce rapport reste une affaire d'experts, les citoyens n'ont pas été consultés. Seules des réunions sont prévues à l'automne avec l'OCDE et le FMI pour tenter d'harmoniser la recette de cette nouvelle croissance. Nos invités, François Bourguignon, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été membre de cette commission Stiglitz, vous êtes directeur de l'école d'économie de Paris. Avec nous également Philippe Frémaux, qui est le directeur de la rédaction d'Alternatives économiques, qui se penche notamment dans son dernier numéro, bien sûr, sur le calcul du bonheur, on va dire peut-être plutôt bien-être. François Bourguignon, la production économique, le PIB, c'est donc une chose, mais ce ne serait pas tout. Absolument, c'est une partie de l'activité économique et non économique d'une société. Et quand on veut mesurer, ou quand on s'intéresse au bien-être et au progrès social, la partie production marchande est uniquement l'un des éléments qu'on veut prendre en compte. Les autres alors, allons-y, les indicateurs c'est quoi? Quand on parle du bonheur. Non, alors vous pouvez parler du bonheur dans l'absolu et demander aux gens s'ils sont heureux ou s'ils ne sont pas heureux. Et il y a pas mal d'instituts de sondage qui consacrent une partie de leur activité à ça. Mais vous, l'économiste, qu'est-ce que vous retenez comme indicateur? On va retenir la qualité de l'environnement, on va retenir la qualité du dialogue social, on va retenir la facilité d'accès à des soins de santé. Voilà, le genre, on va retenir la flexibilité, enfin la facilité de trouver un emploi, etc. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Et quand on prend le PIB tout seul, tel qu'il est défini à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il prend en compte ces éléments de façon approximative. Et de temps en temps, il ne les prend pas du tout en compte. Alors Philippe Frémaux, votre réaction, est-ce que vous approuvez d'abord la démarche et puis ensuite vous nous direz si vous considérez que ces indicateurs évoqués notamment sur la santé et d'autres éléments du bien-être cadrent avec la politique mise en œuvre par le chef de l'État? Oui, alors, on peut d'abord faire un petit commentaire politique qui est que effectivement cette commission a été mise en œuvre par Nicolas Sarkozy en janvier 2008. Alors même qu'il avait été élu quelques mois plus tôt en se prévalant d'être le président du pouvoir d'achat, le président qui allait chercher le point de croissance supplémentaire avec les dents. Et donc, en gros, c'est au moment où le paquet fiscal qu'il avait mis en œuvre au cours de l'été montrait en quelque sorte son incapacité à relancer l'activité qu'il a découvert la critique du PIB et la critique de la croissance. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, le problème est un vrai problème. Alors, je fais pas l'insulte à
François Bourguignon de ne pas savoir ce que c'est le PIB, il le sait beaucoup mieux que moi. Je vais juste simplement rajouter un ajout par rapport à sa définition. C'est-à-dire, il ne prend pas seulement en compte les activités marchandes, il prend aussi en compte les activités de l'ensemble des administrations publiques. Et de ce point de vue-là, il n'est pas, les critiques qui lui sont faites doivent être mesurées. En ce sens que c'est finalement un assez bon indicateur synthétique de l'ensemble de l'activité du pays. Mais on peut le compléter. Alors, je veux dire simplement, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est qu'il prend à la fois en compte l'ensemble des activités marchandes qui sont légitimées par le marché. On part de l'idée que si on achète des biens, des services, c'est que finalement, on en a besoin. Et puis, il prend aussi en compte la production de l'ensemble des administrations publiques, puisqu'elle a été légitimée par le vote du Parlement, qui a décidé que ces productions de biens et services collectifs sont utiles, puisqu'on décide collectivement de les financer par un vote démocratique. Donc le PIB fait l'addition de l'ensemble de ces choses-là. Alors maintenant, il y a des critiques qui sont très sévères, mais je pense que peut-être que François Bourguignon peut commencer à les lister, et puis je compléterai. Alors on a évoqué les indicateurs nouveaux qu'on pourrait faire entrer dans ce nouveau baromètre. Une question quand même. Est-ce que la France peut à elle seule changer les statistiques ? Non, enfin, la France peut éventuellement montrer le chemin et organiser la réflexion et éventuellement dynamiser la réflexion qui a lieu dans le monde sur une amélioration des statistiques. Il ne faut pas se faire d'illusions, on ne va pas demain créer un nouvel indicateur qui va prendre en compte tous les éléments qu'on veut prendre en compte et qui sera un super produit intérieur. D'accord, mais je veux dire, l'idée c'est de prendre, je ne sais pas, la base 100 et puis Non, c'est pas ça. Ah, c'est quoi? Quel chiffre? Alors, un chiffre? Non, mais si on revient à cette idée de prendre une base 100 et de mesurer tous les ans quel est le progrès qu'on a fait par rapport à la base 100, on revient à l'un des grands problèmes du produit intérieur. L'un des grands problèmes du produit intérieur, c'est que c'est une mesure qui est un agrégat et qui néglige le fait qu'à l'intérieur de cet agrégat, il y a des choses qui évoluent d'une bonne façon et des choses qui évoluent d'une mauvaise façon. Je donne un exemple. La consommation des ménages. Le produit intérieur ou la comptabilité nationale nous renseigne sur l'évolution de la consommation du ménage moyen. Or, dans une société, si l'inégalité augmente, il se peut très bien que l'augmentation de la consommation de ménage moyen soit positive, en même temps que la majorité des ménages vont souffrir. C'est très exactement ce qui s'est passé aux États-Unis sur les 15 dernières années. Voilà, effectivement, et c'est très clair. C'est en 2007, un des éléments de la crise. Où une grande partie, effectivement, de l'augmentation des revenus. Question, c'est un peu le oui-non qu'on a arrêté aujourd'hui, Philippe Frémaux. Hein, je le disais, c'est une question un peu piquante. Est-ce que oui ou non, on peut dire que c'est Sarko le gaucho, puisqu'on l'a entendu aujourd'hui, le chef de l'État estime que le marché n'a donc pas réponse à tout, que la croissance détruit plus qu'elle ne crée. Est-ce que ça n'est pas le discours des altermondialistes qui trouvent souvent refuge dans vos colonnes, Philippe Frémaux? Alors, bon, il y a plusieurs nuances à apporter. Je veux dire, notre journal se reconnaît dans beaucoup de choses que disent le mouvement altermondialiste, mais pas forcément dans l'ensemble de ses composantes. Et la seconde chose, c'est que Sarkozy n'est pas brusquement devenu gaucho parce qu'il découvre que le marché ne résout pas l'ensemble des problèmes. Je pense que énormément d'économistes, qui seraient des économistes qui aujourd'hui votent sans doute pour la majorité, pensent depuis longtemps que le marché n'est pas parfait. Depuis longtemps, sous l'effet de la crise. Et qu'inversement, et qu'inversement, ceux qui hier pourfendaient le marché, ne souhaitent pas nécessairement vivre dans une économie sans marché, où l'allocation des biens et des services serait décidée administrativement par une autorité suprême. Je veux dire, l'expérience de l'URSS a été là pour nous dissuader, effectivement, de toute évolution de l'économie dans ce sens. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la question que vous posez est un peu un faux problème. En revanche, il y a des critiques du PIB qui sont des critiques qu'il faut rappeler. La première chose, c'est que le PIB comptabilise des flux. C'est toutes les richesses qui sont produites dans une année donnée. Or, ce qu'on voit bien aujourd'hui, et c'est ça la grande découverte de l'écologie, c'est que la production détruit, elle s'attaque au stock de richesse. Je veux dire, quand la biodiversité diminue, quand effectivement le stock de capital naturel dont on dispose est attaqué par la croissance, le PIB ne remarque rien. Au contraire, à la limite, si certains prix augmentent du fait de cette destruction, ils pensent que tout ça concourt à son développement. Quand on dépense des millions d'euros à ramasser des algues vertes aujourd'hui, le PIB augmente. Quand vous êtes obligé de climatiser vos locaux parce qu'il y a trop de bruit ou trop de pollution à l'extérieur, le PIB augmente. Bon, tout ça, c'est ce que Sarko a simplement dit, Nicolas Sarkozy, excusez-moi, mais c'est vous-même qui avez dit cette expression Sarko-gaucho. J'ai bien trop de respect pour la fonction de président de la République pour l'appeler comme ça. Mais je veux dire, le président de la République a simplement rappelé qu'aujourd'hui, le toujours plus n'est pas synonyme de toujours mieux, mais c'est ce que dit par exemple la philosophe Dominique Méda depuis des années et des années. Je veux dire. Voilà, qui elle est conseillait Ségolène Royal, on le rappelle, hein, Dominique Méda. Un dernier mot, Monsieur Bourguignon.
ajouter une note de bas de page à ce qui vient d'être dit. Premièrement, oui, les économistes travaillent depuis très longtemps sur ce qu'on appelle les échecs du marché. Oui. Et je dirais qu'une grande partie de la théorie de la finance publique est essentiellement une réflexion sur la façon de corriger le jeu des marchés lorsque justement ils conduisent à des situations qui sont sous-optimales. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que le problème des flux contre des stocks, c'est pas uniquement sur l'écologie. Vous prenez la crise, puisque vous voulez absolument parler de la crise, vous prenez la crise. Et quel est le problème de la crise? Et pourquoi est-ce que le produit intérieur n'a pas révélé où était le problème? C'est qu'il néglige complètement un stock. Et le stock important là, c'était le stock de dette. Il se trouve qu'avec le stock de dette qui augmentait, la situation dans laquelle étaient la plupart des économies développées était une situation qui était non soutenable, non durable, et c'est ça qui a provoqué la crise. Donc le type de réflexion qu'il y a dans le rapport remis au président Sarkozy par la commission Stiglitz, c'est une réflexion sur ce genre de problème. Très bien, et c'est une réflexion qu'on retrouve dans le dernier numéro d'Alternatives économiques. Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. La crise, on en parle, et d'ailleurs Barack Obama lui-même en parle en ce moment même, son discours de Wall Street. La crise un an après, on en parle, c'est le décodage avec Jean-Louis Gombault. Avant d'accueillir Jean-Louis Gombault, la nouvelle charge contre les banques accusées, vous le savez, de ne pas suffisamment desserrer l'étau du crédit pour les PME et les ménages également. Christine Lagarde insiste à nouveau aujourd'hui. Fabrice Cunet. Mais où sont passés les milliards? La question commence à inquiéter Bercy. Dans une lettre, Christine Lagarde demande aux banques des précisions sur leur politique de soutien à l'économie. Car la Banque de France l'annonce ce matin, le volume de crédit accordé aux ménages et aux entreprises a baissé en juillet sur un an, une première depuis 1998. Réponse des banques, c'est un contexte général. Pourtant, aidées par l'État, les banques ont aussi reçu une aide substantielle de la Banque Centrale Européenne sous forme de prêts à 1%, alors certains accusent. Elle ne reconstitue pas une offre de crédit à hauteur de la demande économique, elle reconstitue leur marge bénéficiaire. C'est très net dans les chiffres qu'on nous a montrés, c'est-à-dire que l'argent qu'elles ont reçu de la Banque Centrale Européenne ne sert pas prioritairement au financement des économies nationales. Seules 2 banques sur 6 seraient dans les temps pour respecter les objectifs fixés par Bercy. Toutes ont une semaine pour répondre à la lettre de Christine Lagarde. Je ne permettrai pas un retour aux excès du passé, a déclaré il y a quelques instants Barack Obama dans son discours à Wall Street. Jean-Louis Gombault, bonsoir. Bonsoir Michel. C'est vrai, un an après le déclenchement de la crise, si peu de choses ont changé. Très peu de choses ont changé, pratiquement rien n'a changé, bien qu'on disait déjà, rappelez-vous, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers, plus rien ne sera comme avant. Mais tout ressemble beaucoup à ce qui s'est passé comme avant. Si vous regardez par exemple la régulation des marchés financiers à l'échelle européenne, il n'y a rien de nouveau qui s'est fait. La transparence des marchés financiers également. L'harmonisation des normes comptables, il n'y a pas eu de véritable progrès. Le plafonnement ou le contrôle de la rémunération dans les banques n'a pas véritablement progressé. Donc on ne peut pas dire que beaucoup de choses aient changé sur le plan structurel. En revanche, beaucoup de choses ont changé sur le plan de la conjoncture économique. Elle s'est assainie, elle s'est stabilisée. Alors justement, avec la croissance de retour, est-ce que les bonnes pratiques que l'on nous annonçait pourraient être repoussées à jamais? Eh bien oui, puisque tout ne va pas si mal en quelque sorte. Pourquoi changer puisque les choses se déroulent à peu près correctement? Mais se déroulent-elles à peu près correctement si on creuse un petit peu? Il est clair que si les banques, par exemple, ne font pas de crédit, si la conjoncture est plate, comment les banques, dans quelques mois, pourraient-elles continuer sur une amélioration structurelle de leur bilan et de leurs comptes si leurs propres clients voyaient une dégradation de leur solvabilité? Donc, en réalité, derrière ce mieux apparent, si ces réformes structurelles dont on parle depuis maintenant plus d'un an ne rentrent pas dans les faits, je crois qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la crise financière est derrière nous et que la conjoncture et que la crise économique est devant nous. En réalité, si la conjoncture, la dégradation économique est devant nous, la crise financière le sera également. Très bien, on en reparlera bien sûr au sommet du G20 à Pittsburgh. Barack Obama appelle le G20 à une réforme énergique du capitalisme et du système financier, comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy, puisqu'il paraît qu'à nouveau, il menace de claquer la porte s'il n'obtient pas d'avancée, notamment sur les bonus des traders. Jean-Louis, merci, c'est la fin de ce 18h. Tout de suite, documentaire, le Québec était fondé il y a 401 ans exactement. Hommage donc à Champlain et bien sûr à tous nos cousins d'Amérique. C'est un reportage et un documentaire signé Marc Bessou.
1971, au Pérou, des milliers de personnes ont un rêve. Il s'appelle Villa El Salvador. Ni eau, ni électricité, juste du sable et un immense désert. Tout était à faire. 30 ans plus tard, après beaucoup de sueur, d'autogestion et de solidarité, ce rêve est devenu réalité. Ce documentaire nous dresse le portrait d'une ville et de ses habitants au destin exceptionnel. Villa El Salvador, les bâtisseurs du désert. Un documentaire réalisé par Jean-Michel Rodrigo et Marina Pogam. La Rochelle. Depuis toujours, cette ville m'a fait rêver. Est-ce à cause des aventures qu'Alexandre Dumas y prête à D'Artagnan, ou pour la simple sonorité de ce nom, à la fois féminine et martiale? Aujourd'hui paisible et élégante, elle est goûtée des Parisiens en manque d'océan, qui vantent sa beauté classique et son dynamisme. Qui se souvient encore que La Rochelle